Alors, qu'est-ce qu'un loft dans le football? Un loft est une mise à l'écart d'un ou plusieurs joueurs pour une durée indéterminée. Cette mise à l'écart concerne des joueurs encore sous contrat avec leur club, qui sont désormais considérés comme indésirables par le coach ou les dirigeants au sein de l'équipe professionnelle. Selon les clubs, les causes de ces mises à l'écart sont parfois financières, parfois sportives. Pourquoi les clubs font-ils cela? Bien souvent, c'est une manière de faire comprendre aux joueurs qu'on ne veut plus de lui, qu'il ne rentre plus dans le projet sportif du club, l'incitant à chercher un autre projet malgré qu'il soit encore sous contrat. Je pense que c'est calculé par les directions des clubs, calculé entre guillemets, pour que le joueur comprenne déjà un message très clair, on ne compte pas sur toi, parce que c'est un message qu'il faut envoyer si le joueur a envie de s'accrocher, ce qui est humain de sa part, il n'a pas envie de se barrer. Le club ne l'entend pas de cette oreille, il lui fait comprendre d'une manière sèche, non, il faut prendre la porte. Cela est-il fréquent? On parle du loft de Lille, Enyama, Mavouba, Martin, Bassa, Palmier, Ayibo, Théac, Sliti, Talo, Sunzu, Nangis, Eder. On peut parler de celui de Rennes, Sio, Chantom, Zéphane, Silla, Saïd. C'est plus un loft, On peut parler de celui de la SSE, Roux, Clément, Mopé, Polomat. Il y a PSG qui est en train de se faire un petit loft. Nous pourrions ajouter les cas Louis Ndoula, Benarfa et bien d'autres encore. Mais cela est-il légal? On trouve à l'article 507 de la Convention collective nationale des métiers du football, autrement appelée la Charte du football professionnel, sauf accord des parties, la date de reprise de l'entraînement doit être commune pour tous les joueurs sous contrat professionnel, à l'exception des joueurs âgés de moins de 20 ans au 31 décembre de la saison en cours. On y lit un peu plus loin. La mise à disposition de tout joueur sous contrat professionnel dans le deuxième groupe d'entraînement, selon les critères et conditions définis ci-dessus, doit s'effectuer de manière temporaire pour des motifs exclusivement sportifs liés à la gestion de l'effectif. Elle ne doit en aucun cas se prolonger de manière régulière, permanente et définitive, s'apparentant à une mise à l'écart du joueur contraire à l'esprit du texte et du contrat de travail du footballeur professionnel. Parfois, certaines conditions de l'article 507 ne sont pas respectées, comme la reprise simultanée de tous les joueurs professionnels ou les conditions d'entraînement qui ne sont pas identiques. Il avait raconté, on nous fait vider nos casiers, on nous vire de la photo. Mais les gars, on nous enlève notre place de parking, sauf que tu restes quand même dans le monde de l'entreprise. Mais tu restes quand même un salarié du club. Et psychologiquement, psychologiquement, je peux te dire que c'est un gros coup pour ces joueurs-là. C'est pour ça que je te dis que quand tu les mets dans ce loft-là, ça devient un petit peu négatif. Parce qu'aller piocher quelqu'un dans un loft, c'est déjà faire un travail psychologique lorsqu'il vient dans un nouveau club. Cet article fait également l'objet de nombreuses interprétations, dont certaines sont très nuisibles aux joueurs. En effet, certains clubs contournent ces règlements en mettant des joueurs dans un loft quelque temps, puis les réintègrent dans l'équipe première, puis les mettent de nouveau au loft et ainsi de suite, ceci afin que cette mise à disposition ne soit pas considérée comme continue, comme l'en empêche l'article 507. Certains joueurs victimes de ces pratiques saisissent la commission juridique de la Ligue de football professionnel, qui leur donne parfois raison et condamne les clubs à les réintégrer, comme c'était le cas pour Anatole. Cependant, comme la déontologie du football tolère cette pratique durant le mercato estival, beaucoup d'entre eux sont contraints de subir ce traitement sans solution apparente, et lorsqu'ils manifestent leur mécontentement, tout est mis en œuvre pour faire comprendre aux joueurs que sa situation risque de se dégrader davantage. Pourquoi mettre en lumière cette problématique? Pour plusieurs raisons. Premièrement, car les joueurs ne doivent pas pâtir de la mauvaise gestion de leurs entraîneurs ou dirigeants. Pourquoi recruter des joueurs lorsque certains sont encore sous contrat, au risque de provoquer un sureffectif? Je pense que Garcia, il a besoin d'appliquer très vite ses principes de jeu, de faire passer très vite ses messages, et il peut pas partir en stage avec 20-30 joueurs. Deuxièmement, car en agissant de la sorte, les contrats des joueurs ne sont pas respectés, sachant que c'est les clubs eux-mêmes qui font signer ces contrats aux joueurs. Troisièmement, pourquoi est-il impossible à un joueur de rompre son contrat de manière anticipée lorsqu'il le souhaite, alors que les clubs en ont l'opportunité? Pourquoi les joueurs sont sanctionnés dès lors qu'ils ne se présentent pas ou arrivent en retard à l'entraînement, tandis que les clubs peuvent se permettre de les exclure de l'équipe sans conséquence? Dès qu'un joueur fait le forcing pour se barrer d'un club, on lui jette la pierre. Par contre, quand un club fait le forcing pour se séparer d'un joueur, il faudrait presque dire amen, c'est le monde de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Je suis désolé, c'est exactement la même situation, quoi. Cela n'est pas conforme au principe d'équité régissant les lois du monde footballistique. La quatrième raison est que la mise à disposition répétée des joueurs dans le groupe 2 dégrade leurs conditions de travail, altère leur santé mentale, tout en compromettant pour certains leur avenir professionnel. Regardons à quoi correspondent juridiquement ces éléments. C'est la définition du harcèlement moral stipulée dans l'article 222-33-2 du Code pénal, délit puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
De discrimination, harcèlement sont des pratiques assez cousines, Roxana Maracineanu. Dans le sport, on n'en a pas beaucoup parlé du harcèlement quand a éclaté le scandale MeToo. Il n'y en a pas, ou plus vraisemblablement, personne n'a osé lever le couvercle. Je crois qu'il y a une omerta sur tous ces sujets dans le milieu du sport parce que voilà, les associations, les fédérations se sont là. Il y a une omerta. C'est-à-dire qu'il y a la loi du silence. Il y a pas Votre de raison. prédécesseur a dit il n'y a pas d'omerta. Vous dites il y a une omerta, il y a une loi du silence qui empêche les gens de clairement, parler parce que ces pratiques, il n'y a pas de raison qu'elles n'existent pas dans le sport comme elles existent ailleurs. D'autant elles plus. même pas plus. Bah oui, dans le d'autant sport plus. qu'ailleurs. D'autant plus. Il apparaît donc une incohérence entre cette pratique du loft, qui s'apparente parfois à du harcèlement moral, et les statuts des instances footballistiques, dont l'une des responsabilités est de préserver les métiers du football. On peut lire en effet dans les statuts de la Fédération française de football. La fédération et ses organes déconcentrés, les organes donc c'est les émanations, la Ligue et les clubs, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en œuvre les moyens permettant d'empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d'une personne. Comment se fait-il alors que de telles pratiques soient présentes et tolérées par les instances du football? Et les syndicats dans tout ça? Le syndicat principal des footballeurs professionnels est l'Union nationale des footballeurs professionnels, UNFP. Depuis sa création en 1961, l'UNFP n'a cessé de combattre pour améliorer les conditions de travail des footballeurs professionnels. En 1963, Raymond Kopa comparait les footballeurs à des esclaves tant leurs droits étaient inexistants. À coup de grève et de négociations, l'UNFP obtient la mise en place de la charte du football professionnel en 1973. Ces textes seront modifiés d'année en année pour en arriver à son édition actuelle. Néanmoins, M. Pia, président du syndicat depuis 1969, estime aujourd'hui que cet article 507 mérite une réécriture afin de protéger davantage les joueurs de certains comportements délictueux. C'est récurrent, chaque fois d'ailleurs qu'il y a des nouveaux dirigeants qui arrivent, ils veulent tout réformer. C'est récurrent aussi même pour les présidents en place qui souhaitent tout à fait naturellement augmenter leur pouvoir au détriment de celui des joueurs, et donc ils imaginent des modifications statutaires pour essayer d'avoir un pouvoir encore plus accru. C'est notre rôle et notre job représentant des joueurs d'essayer de contrebalancer ça pour que les intérêts des joueurs soient préservés, mais c'est un combat permanent. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est au lieu que les salariés, que sont les joueurs, bénéficient au fur et à mesure du temps d'avantages plus importants, c'est ce qui se passe dans toutes les autres professions. Au contraire, on grignote de plus en plus les avantages des joueurs, et donc ça, c'est quelque chose auquel il faut remédier. Donc notre intérêt à nous, c'est au niveau de la gouvernance d'être toujours présent, de pouvoir faire un contre-pouvoir et d'empêcher que des réglementations qui soient illégales ou anormales soient mises en œuvre. Adrien Rabiot se retrouve aujourd'hui dans une situation similaire et l'UNFP lui a manifesté tout son soutien. Et la justice? Face à la lenteur des procédures et l'absence de sanctions dissuasives envers les clubs, très peu de joueurs enclenchent des procédures judiciaires contre leurs employeurs. Ils attendent de trouver une issue favorable à leur situation et ne communiquent généralement que très peu, de peur d'être blacklistés dans leur milieu professionnel. Il faut libérer la parole, je pense. Libérer la parole. Vous dites ce matin aux sportifs, des jeunes femmes souvent, mais pas seulement, si vous avez été victime, témoigner, vous n'osez pas parce que les fédérations, par exemple, sont menaçantes. Mais surtout parce que le sport fait rentrer en activité des gens très jeunes, à partir d'un âge très jeune, où finalement ils rentrent sous cette autorité très vite et ils n'osent pas parler. Donc aujourd'hui, il y a des associations que nous, on va soutenir pour aller à la rencontre de la parole et être les lanceurs d'alerte. En 2012, Peggy Luyindula avait osé affronter le PSG, attaquant le club au pénal pour harcèlement moral. Écartée du groupe puis mise à pied par son employeur, à l'instar d'Anatole, la menace d'une sanction pénale a conduit le PSG à le réintégrer et même lui proposer une prolongation de contrat. Un joueur qui ne rentrait plus dans le projet sportif du club était soudainement redevenu utile au futur succès de l'équipe, pour reprendre les termes de la direction du club. C'est un vaste sujet qui mériterait d'être développé davantage, mais tout porte à croire que les lois de la République s'arrêtent aux frontières du football, qui ne considère plus aujourd'hui les sportifs comme des hommes et des femmes, mais comme de la vulgaire marchandise.
Le joueur de foot n'est-il pas devenu plus que jamais une marchandise comme une autre? C'est un joueur qui, lorsqu'il signe un très très beau contrat, il est une marchandise contente. Et puis, lorsque ça se passe un peu moins bien ou carrément mal pour lui, il est une marchandise déçue. Et il est hors de question que des gens qui sont dans ce type de sport où il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'argent, puissent aujourd'hui se sentir hors sol et passent hors la loi. Si il y avait un milieu où le respect et la morale étaient respectés, ce serait n'importe quel milieu sauf le football. Le foot en coulisses, c'est l'école de l'injustice. Le gouvernement sera alerté sur cette pratique des lofts afin de briser cette omerta et imposer aux instances footballistiques une réforme visant à éradiquer ces comportements anti-républicains. Nous terminerons ici avec ces dernières paroles de notre ministre des Sports. Il n'y a que le sport de compétition qui a le droit à la parole, qui n'est médiatisé en France, que celui-là. Et c'est ce qui fait aussi que les modèles qu'on peut retrouver dans le sport de compétition doivent être exemplaires. Parce que c'est ces modèles-là qui font croire à la beauté du sport à nos enfants, ces enfants qui rêvent maintenant de football, qui s'échangent des cartes de football à tout va et qui ne rêvent et ne jurent que par les joueurs de football. Il faut que ce modèle qu'on leur propose soit exemplaire, quitte à en payer le prix.